êtes le poste de l'opposant Eugène Diomaye, qui est condamné 10 ans de prison ferme. La sentence a été tombée le mercredi 26 mars dans la soirée à la Cour suprême de justice. Comment jugez-vous cet arrêt de la Cour suprême de justice? D'abord, la première chose qu'il faut dire, c'est que c'est un jour noir tant pour la justice que pour la démocratie en République démocratique du Congo, parce qu'on a, d'une manière tout à fait évidente, fait face à un procès politique où les règles élémentaires d'une procédure judiciaire équitable n'ont pas été respectées. Imaginez-vous que mon mari n'a même pas été entendu, ces témoins n'ont pas été entendus, il n'y a pas eu de plaidoirie des avocats, rien du tout. Et les deux dames qui ont été entendues, ils ne savaient pas où elle habitait, ils ne savaient pas le nom des familles de la personne avec qui elle habite. Ils ont donné tellement de contradictions que franchement, s'agissant d'une procédure téléguidée, les juges qui avaient déjà leur arrêt en poche de condamnation, ils ont vraiment vite fait, pas seulement de continuer avec des procédures nocturnes et des procédures à huis clos, parce qu'il ne fallait pas que la population sache les tenants et les aboutissants de ce montage grossier, ont été obligés de donner dans la précipitation une condamnation qui était déjà prête. En réalité, ce qu'on reproche à l'opposant Diomaye Ngala a été très bien synthétisé d'ailleurs dans une déclaration officielle de l'Union interparlementaire, qui est un organisme international qui réunit tous les parlementaires du monde et qui suit les cas depuis 2 ans. Et cet organisme international vient de faire une déclaration officielle dans laquelle il dit que la condamnation de l'opposant et leader politique Eugène Diomaye Ngala est un acte politiquement profondément regrettable. C'est un acte politique. Ça ne vient pas de nous, c'est une constatation qui est généralisée dans la population congolaise, tout le monde le sait, sur le plan diplomatique, sur le plan de tous les organismes nationaux ou internationaux qui suivent l'affaire. Disons que nous vivons en ce moment un moment noir pour la démocratie de ces pays. Et plus en général pour l'histoire de ces pays, parce qu'on est en train de hâter l'espoir d'une future meilleure à toute une génération par l'embastillement de la vraie opposition politique, par une volonté manifeste de charcuter pour l'énième fois la Constitution et mettre en place une présidence à vie, et surtout par une répression politique qui est totale. Vous savez, depuis les dernières élections, tous les droits civils et politiques des opposants sont complètement piétinés. Il n'y a plus de droit à la manifestation de la part de l'opposition politique, aucune forme de manifestation dans un lieu public est systématiquement interdite, et c'est lui qui a incarné devant tout le monde ce combat pour la vérité des urnes, c'est Eugène Diomaye Ngala, fait maintenant les frais du règlement des comptes politiques. Oui, au-delà de tout ça, vous n'êtes pas l'un des avocats conseil du président de la démocratie chrétienne, ni parti au procès, mais au-delà de tout, de la diplomatie, de la politique, que comptez-vous faire? Parce que la Cour suprême de justice est comme une cour de cassation ici en République démocratique du Congo. Il n'y a pas une autre cour qui est au-dessus de cette cour. Alors vous, en tant que son épouse, qu'allez-vous faire en dehors de tout ça? Alors, première chose, nous sommes en train de parler d'un procès politique. Qu'on le veuille ou non, il s'agit d'un procès politique. Et son déroulement, ce que nous avons vécu depuis 2 ans, c'est une preuve de ce que je suis en train de dire. Quand il s'agit d'un procès politique, madame, c'est tout à fait inutile de se référer aux procédures légales. Parce que si la justice fonctionnait dans ces pays, Diomaye Ngala ne devait même pas apparaître face à un juge.
parce que le montage est grossier et crève les yeux. Et il n'y aurait même pas de montage politique. Parce que dans un État où la justice fonctionne, il n'y a pas de montage politique qui peut passer. Il ne faut pas négliger cet aspect des choses. Moi, je ne crois plus aux règles des droits, aux procédures, ou autre chose. Parce qu'on a suffisamment démontré que la justice congolaise est tout à fait une justice instrumentalisée à des fins politiques. Je suis désolée, mais c'est une réalité incontournable. Et cela est encore plus malheureux dans le cas d'une Cour suprême qui devait donner l'exemple à toutes les autres juridictions. C'est pour cela que moi, sur le plan de la justice, je n'entends rien. Mais vous savez, il y a eu des précédents historiques en Afrique d'ailleurs, des opposants qui étaient en première ligne, qu'on a voulu embastiller pour empêcher qu'ils puissent continuer leur combat. Ces précédents ont fait l'histoire ailleurs, ils vont la faire aussi en République démocratique du Congo. Parce que nous allons continuer notre combat. Le discours de Diomi Ndongala, même si lui-même est mis dans l'impossibilité d'ouvrir les yeux à la population, ça va continuer par d'autres canaux. Nous ne considérons pas battus, bien au contraire. Parce que, à mon avis, du point de vue politique, du point de vue même de l'instrumentalisation de la justice, un jugement rendu comme ça, d'une manière scélérate, et je souligne bien le mot scélérate, est la preuve que Diomi Ndongala fait l'objet d'un harcèlement politique et judiciaire violent depuis longue date. Et d'ailleurs, même des organismes des droits de l'homme, c'est exactement ce qu'ils viennent de déclarer officiellement par leur réaction aujourd'hui même. Quel est l'état de santé actuel de M. Diomi Ndongala? Vous savez, cette histoire qui dure depuis 2 ans, c'est-à-dire quand mon mari a commencé à se mettre en première ligne pour revendiquer certains droits civils et politiques fondamentaux des Congolais, a commencé par être d'abord détenu au secret. Après, il a dû subir une intervention chirurgicale en urgence quelques jours après qu'il avait été libéré. Après encore, il a été violemment pris par le colonel Kanyama et d'ailleurs il a subi des blessures graves qui ont des séquelles au niveau de la colonne vertébrale et des bras. Il a eu un AVC le 28 décembre, il a été transporté en urgence du CPRK à la clinique Ngaliema parce que c'était vraiment une situation extrêmement grave. Il risquait de mourir et il voulait éviter qu'il puisse mourir en prison parce qu'ils allaient quand même assumer une responsabilité gravissime. Et qu'est-ce qui s'est passé? La nuit du lendemain, il a été exfiltré manu militari par un commando de la garde républicaine des urgences de la clinique Ngaliema sans subir aucun traitement, ni aucun examen. Vous imaginez, transporté, ils ont arraché sa perfusion. Ils ne pouvaient pas l'amener sur une chaise roulante parce qu'il était allongé, il ne pouvait pas bouger. Ils l'ont transporté d'une civière et nous, membres des familles, on a été menacés violemment. Une action violente, d'une violence incroyable. On continue à avoir un déni de soins qui est d'ailleurs une forme de torture et qui a été même condamné par l'Organisation mondiale contre la torture. Mon mari continue à faire l'objet d'un traitement inhumain et dégradant. Mais quel est l'objectif? Il veut le casser physiquement pour qu'après puisse être cassé même du point de vue moral et psychologique. Mais sur ce plan-là, même s'il est affaibli physiquement, parce que ça fait 2 ans qu'il est torturé, je peux vous assurer, et je peux assurer le peuple congolais, que Diomi Ndongala, psychologiquement, spirituellement, il est toujours là. Il continuera à se battre, même s'il est emprisonné, parce que
sa cause est juste. Merci beaucoup. Je vous en prie.